Bonjour et bienvenue dans la suite de cet épisode sur les musiques des Anneaux de Pouvoir, la série de l'univers du Seigneur des Anneaux. Vous allez comprendre les clés de quelques belles mélodies créées par le compositeur pour habiller ce monde et ses personnages. Avec la partie d'intro, vous avez eu un aperçu de l'approche et des ambitions artistiques de la série. Mais c'est bon là, on a bien causé des banalités, maintenant on veut du concret, on est comme ça ici. Alors c'est parti pour les leitmotivs. On va commencer par les leitmotivs qui concernent les aventures avec les pieds velus. Les pieds velus sont des hobbits, vivant de manière itinérante qui se cachent dans la nature au moindre signe de danger. Leur thème, qui sera aussi lié au chef de la tribu, Sadok, tente de rassembler tous ces éléments. Les sonorités signatures de ce leitmotiv sont tout d'abord des percussions exotiques pour le rythme qui supporte la mélodie. Du balafon d'Afrique de l'Ouest et du marimba, ce sont des idiophones à lame de bois qu'on frappe avec des maillets. Du log drum et des claves, des sonorités donc très boisées encore, et cela pour affirmer une connexion avec la nature. La mélodie, elle, va souvent être jouée par des instruments celtiques, chose qu'on avait déjà pour les hobbits de la comté. On l'entend donc jouer par l'Illian Pipe, une cornemuse actionnée par un soufflet de coude ou de pied, de la cornemuse écossaise ou du tin whistle irlandais. Le bodhran complète les percussions. Il se dégage de cette musique que les pieds velus pourraient sembler jouer eux-mêmes, une atmosphère très folklorique. Ces percussions et ces instruments signatures peuvent parfois accompagner certaines scènes des pieds velus sans pour autant jouer l'ostinato ou la mélodie du thème. Leur présence maintient le lien qu'on peut établir entre le thème, les sonorités seules et ce peuple. Ici, Sadok attaque une des mystiques. L'impression folklorique est confirmée par un autre élément. La gamme sur laquelle repose la mélodie est une gamme pentatonique mineure, typique des musiques celtiques. Cette mélodie avance par des intervalles assez peu étendus, donc petit pas par petit pas, traduisant littéralement la prudence de ce peuple. D'ailleurs, rappelez-vous que je dois annoncer à chaque fois l'intervalle entre les premières notes de chaque thème. Ici, on commence par une ascension de seconde majeure. Pour terminer, le rythme, plus précisément la signature temporelle, est assez notable, puisqu'elle intercale des mesures en 5/8 entre les mesures en 6/8. Concrètement, ça signifie qu'on a une mesure comportant 6 croches qui précède une mesure de seulement 5 croches. Une unité mélodique peut donc durer 11 temps, ce qui est asymétrique, bancal, irrégulier, imprévisible, instable, j'en ai pas d'autres, et donne l'impression d'être tronqué d'un temps par rapport à un découpage plus standard. Ça participe à le rendre reconnaissable, mais montre aussi la vie d'ermite pleine de dangers qui ne reste jamais très longtemps à un endroit pour se cacher et se protéger en abandonnant toute activité au premier signe de menace. Au sein de ce peuple errant vit Elanor Brandyfoot, ou Nori pour les intimes. C'est le personnage qu'on va suivre dans toutes ces séquences. C'est l'archétype du héros qui va rêver d'aventure et de découvrir le monde au mépris du danger. Tout d'abord, comme pour le thème de son peuple, des instruments celtiques vont le plus souvent jouer sa mélodie. Du tin whistle, certes, mais également des flûtes plus graves. On note le jeu avec des ornements pour insister sur l'aspect champêtre et folklorique. Mais c'est l'écriture qui va véritablement révéler tout le caractère de Nori. L'intervalle qui commence le thème est sur une levée de quinte juste. Si vous avez suivi mes vidéos sur Star Wars, et je n'en doute pas, vous savez que cet intervalle structurant des gammes tonales annonce un caractère héroïque. Et la gamme n'est pas une pentatonique mineure, mais une gamme dorienne.
Pour faire encore un parallèle avec Star Wars, c'est un mode qu'on retrouve pour le thème de la Force. Et vous savez ce que ça veut dire? Mais si, vous savez! Ce mode est identique à l'échelle des gammes mineures, sauf que la 6e note est un demi-ton plus haut. Il nous permet d'avoir un accord du 4e degré plus lumineux que l'accord mineur qu'on aurait sans ça. Un effet commun qui appelle à l'aventure. La progression harmonique, c'est-à-dire l'enchaînement des accords, est assez longue, et c'est plutôt sympa pour insinuer la volonté d'aventure et de voyage. Mais surtout, j'ai noté que seul l'accord du 1er degré, qui correspond au point de départ de la mélodie et d'arrivée en musique, est un accord mineur. Parce que presque tous les autres sont majeurs, clairs, brillants. Ça veut tout dire. Nori trouverait son bonheur en quittant son quotidien. Il y a juste cet accord-là qui casse un peu mon analyse, mais bon, sa présence est justifiée par le côté mélancolique qu'il apporte. La deuxième phrase du thème reprend le rythme et la première mesure telle quelle, mais varie dès la deuxième mesure. Là, on a un accord majeur qui porte une mélodie qui va encore plus haut que la première fois. L'effet inspirant est automatique. Avant de passer au thème suivant, je devais présenter cette chanson qu'on découvre dans l'épisode 5. Sing to me, lands far away. Oh, rise up and guide me this wandering day. Please promise to find me this wandering day. Chanté par Poppy Proudfellow, l'ami de Nori, joué par Megan Richards, c'est typiquement un chant de voyage que les pieds velus s'apprennent de génération en génération. The light in the tower, no longer my home. Les paroles sont un régal et me commandent de sécréter des larmes à chaque écoute. Pénible. My legs are so short and the way is so long. I've no rest nor comfort, no comfort but song. Ce texte a été écrit par le showrunner de la série, J.D. Payne, et inspiré par les nombreux textes de chansons de Tolkien. On a d'ailleurs cette phrase « Not all who wander are lost » qui fait référence au vers 2 du poème « L'énigme de Grandpa » « Not all of those who wander are lost » traduisible par « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus ». Ces vers écrits dans la lettre de Gandalf à Frodon font référence à Aragorn. On peut les lire dans le livre de la communauté de l'anneau. Cette phrase s'applique bien aux pieds velus qui parcourent la campagne avec un but. La musique, quant à elle, n'a pas été écrite par Bear McCreary, mais a été composée par un trio de musiciens, Plan 9, formé de David Donaldson, Steve Roche et Janet Roddick. Apparemment, bien que Megan Richards ait un parcours musical, elle n'a pas été engagée en anticipation de ce moment musical. En fait, la décision d'inclure une chanson de voyage dans la série s'est faite suite à un karaoké entre les membres de l'équipe qui a découvert le talent vocal de Megan. McCreary a ensuite arrangé le morceau pour la scène et pour la version du générique de fin de l'épisode. Alas comes their answer through cold and through frost. But not all who wander or lost. Le tournage du début de la chanson où Megan chante vraiment en tirant sa charrette débouche sur la version studio pour la suite du montage de la scène. Past eyes of pale fire, black sand for my bed. I trade all I've known for the unknown ahead. Et franchement, je l'adore. That not all who wander are lost. Allez, prochain thème, plus sombre, le motif de l'étranger. Le mec qui conduit des météores. Dans le premier épisode de la saison, un météore traverse les cieux de la Terre du Milieu et s'écrase non loin de la tribu des pieds velus. Nori découvre un homme nu, mais barbu donc ça va, dans le cratère. Cet être mystérieux amnésique, qu'on nommera l'étranger, suivra les hobbits en maintenant constant le doute sur ses intentions, sa raison d'être, ses origines et surtout son allégeance au bien ou au mal.
Et justement, la musique ne laisse pas d'indice. La mélodie est ambiguë, comme le personnage. Est-ce que c'est Sauron, le mal incarné, ou alors un être bienfaiteur ? Cette ambiguïté commence avec l'ostinato qui soutient cette mélodie, un enchaînement d'arpèges joué par des cloches balinaises. Souvenez-vous, Kurz voulait rendre claire la distinction entre les thèmes par leur sonorité. Le thème de l'étranger utilise un ensemble instrumental gamelan, typique de Bali, produisant des sons très exotiques aux oreilles occidentales. Le but était de montrer implicitement l'absence totale de lien entre cet être et les cultures de la Terre du Milieu. Ces ensembles regroupent des gongs, des cloches, des métallophones de divers types, comme le saron et le gambang, des tambours divers, auxquels peuvent s'ajouter des instruments à cordes, soit frottés, comme le rebab, une vielle à pic, soit pincés, comme le kakapi, une sorte de sitar, et des instruments à vent, comme la flûte suling, et du chant. Difficile de savoir exactement quels instruments parmi cette liste ont été utilisés au fil de la saison. Ce qui est sûr, c'est que l'ostinato du thème fait entendre aisément des cloches gamelan. Le premier arpège joué est un accord mineur agrémenté d'une sixte majeure. Alors les 3 premières notes sonnent donc plus sombres, mais cette 4e note qu'on attendait plus basse semble s'envoler un peu, s'ouvrir plus. Le 2e arpège est plus classique. Il ressemble d'ailleurs au motif Weakness and Redemption de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qu'on retrouvait parfois seul, mais surtout dans les thèmes de Sméagol et d'ensuite Foncombe. Il avait lui aussi ce caractère ambivalent qui mêle optimisme et désespoir, l'obscurité des erreurs commises et la lumière amenée par la rédemption. Les 2 premiers accords du thème sont donc 2 accords mineurs, froids, séparés d'une tierce majeure, une sonorité typique chez Danny Elfman par exemple. Il s'agit comme souvent d'un emprunt modal, donc c'est 2 accords qui ne proviennent pas d'une même gamme tonale. Une ambiance étrange et inhabituelle se dégage de cette harmonie. Plus loin, on trouve un accord de 7e majeur. Ça, c'est un accord de 4 sons qui mélange un accord majeur et un accord mineur. Le thème transite donc vers une impression plus lumineuse. Dans la 3e mesure de l'une des versions du thème, la mélodie est soutenue par un accord différent, un 5e degré majorisé, rendu plus lumineux. Très bien pour contrebalancer la première impression plus funeste. Et cette mélodie alors ? Elle s'implante logiquement sur cette harmonie en débutant par une levée sur un intervalle de 7e majeur. Dites-vous que c'est l'intervalle le plus large avant l'octave. Ça aussi, c'est plutôt inhabituel. Un saut de presque toute la gamme. On avait dit que McCreary voulait un intervalle plus grand pour les thèmes qu'il voulait importants. C'est donc celui-là qui gagne la médaille. En effet, ça le rend très identifiable, apporte une sensation de grandeur, presque métaphysique, mais aussi de mystère. Surtout qu'on joue cette mélodie quasiment tout le temps au violoncelle solo, et très souvent dans son registre aigu d'ailleurs. C'est plutôt inquiétant mais aussi frêle et fragile. Le timbre du violoncelle est assez proche de la voix humaine et représente donc ici son côté chaleureux. Mais dans un tel registre, on a un son bien plus plaintif.
Pour terminer par le petit point technique, la suite de la mélodie évolue sur une gamme diminuée, celle qui ne fait enchaîner que des suites de ton, demi-ton, ton, demi-ton à l'infini. C'est très instable car cette symétrie n'apporte aucun point de repère et brouille l'effet de résolution tonale. C'est instable, on ne sent pas de point d'arrivée. Il y a donc plus d'intervalles de demi-ton que dans une gamme plus habituelle aussi. Voilà un thème assez original par la conjugaison de toutes ces pièces. On va pouvoir terminer sur les thèmes liés aux séquences mettant en scène l'étranger et les pieds velus avec celui du trio des mystiques. Il s'agit de 3 femmes visiblement douées de magie qui recherchent leur maître Sauron. Elles pensent le voir dans cet étranger tombé du ciel. Ce thème est lui aussi assez singulier puisqu'il ne se compose pas d'une mélodie, mais d'un motif uniquement rythmique chanté, ou plutôt chuchoté. Le texte est simple, ce sont 3 termes, sûrement pour refléter la trinité du groupe, et en Quenya, la langue ancestrale elfique, il dit « Iluisa, Iluvalla, Illukara », omniscient, omnipotent, créateur du monde. Apparemment, c'est inspiré par les vidéos d'ASMR où on peut voir et surtout entendre des gens chuchoter des choses dans le micro et froisser des objets censés provoquer une réponse sensorielle de bien-être. This is the story of the Rings of Power. Et en effet, le son a été méticuleusement réfléchi pour obtenir un rendu spécial. Déjà, pour refléter le fait que les mystiques puissent passer d'un endroit à l'autre instantanément, il fallait éviter de donner l'impression que le son est une provenance claire dans la musique. Des chanteurs étaient donc proches des micros, tandis que d'autres furent placés de manière plus standard dans le studio. De plus, on peut entendre un effet de réverb assez classique, mais plus rare en musique. La première syllabe de chaque mot a été enregistrée en plus à part, puis on a inversé la réverbération de cette syllabe pour donner l'impression que le mot commence plus tôt. C'est le genre de truc qu'on peut avoir dans certains jeux vidéo par exemple. En tout cas, le thème n'en devient que le plus mystérieux de tous. N'ayant ni mélodie ni harmonie, c'est le tempo et l'accompagnement qui peut moduler ce thème. Ici, on entend des cordes glisser de manière très inquiétante derrière les chuchotements. Là, on n'entend que des percussions sur le rythme du motif. Là, un motif de violon jouant une alternance de demi-tons tendus. Et pour le final du déchaînement de magie, des chœurs s'ajoutent au chuchotement. Voilà, maintenant on va changer de lieu et d'arc narratif pour découvrir la mission d'Elrond dans les mines naines de la Moria. Elrond est un diplomate semi-elfe envoyé dans le royaume des nains de Khazad-dûm par Gil-galad, le haut roi des elfes, afin de demander de l'aide pour la construction de la plus puissante des forges n'ayant jamais existé. Même si c'est peu évident dans la série, en fait, ce personnage se sent exclu de la société, il a du mal à trouver sa place au sein du peuple elfique étant lui-même fils de 2 semi-elfes, et vit dans l'ombre de son père, qui était un grand héros de la guerre contre Morgoth, et de son frère, qui est devenu le premier roi de Númenor. Après des grandes peines pour trouver une mélodie qui caractérisait correctement ce personnage, Bear McCreary nous propose cet air. Pour refléter la bienveillance, l'optimisme et même l'idéalisme d'Elrond, les instruments que privilégie ce leitmotiv sont des violons, des violoncelles, ou des bois. Principalement la clarinette à partir de l'épisode 4.
Commençons par cette désormais classique étape du premier intervalle. Ici, la mélodie commence sur une descente de seconde majeure. Ce qu'elle va surtout nous offrir d'intéressant, c'est son ambiguïté modale. La première mesure joue des notes sur une gamme majeure pour une introduction douce et légère. Mais bascule dès la troisième mesure sur sa gamme homonyme mineure. On commence en sol majeur, mais on continue sur sol mineur. Ça assombrit tout de suite le propos. La suite continue à jouer avec l'ambiguïté des types de gamme, majeur et mineur. Là, par exemple, dans notre passage sur sol mineur, on va jouer juste après un accord du 4e degré majeur. Vous le connaissez, on l'a déjà vu dans le thème de Nori. Ça veut dire qu'on replonge dans le sol majeur du début en fait. Et là on retombe sur un mi mineur qui donne l'impression d'être un nouveau premier degré. Donc un nouveau point d'arrivée, comme si on avait encore changé de gamme. Mineur ici. Mais juste après, on a encore un accord surprenamment lumineux, cette fois sur le 2e degré napolitain. Voilà, c'était la partie technique, mais retenez surtout qu'on va explorer plusieurs gammes et jongler entre effets mineurs plus sombres, rappelant l'isolement d'Elrond parmi les siens, et des accords majeurs brillants qui sortent de notre gamme mineure pour indiquer sa sagesse et son optimisme. La mélodie voyage donc autant qu'Elrond, dont la fonction l'amène souvent à parcourir le monde. Les thèmes, et ça c'est normal, on le voit partout, sont parfois variés pour bien les intégrer à l'ambiance de la scène. Et donc là, par exemple, le 2e accord du thème d'Elrond est modifié. Il sonne plus sombre encore que celui qu'on avait dans la version plus standard. Vient donc ensuite le thème du royaume des nains. Khazad-dûm est le nom du royaume des nains de la Moria. À l'époque du 3e âge dans le Seigneur des Anneaux, la mine est en ruine et tout le monde est exterminé, mais dans la série, la cité souterraine est très prospère. Comme dans presque tous les leitmotifs de la série, Bear McCreary introduit son thème par un ostinato, ici très martial. C'est très simple, hein. Le rythme est on ne peut plus régulier. Chaque note vaut une noire, et en plus on reste sur une même gamme mineure. Ça renvoie bien sûr à une idée mécanique, car nous sommes dans la capitale industrielle des nains. Dans la version de l'album, le thème fait entendre des enclumes musicales pour rappeler le son des pioches contre le roc. La mélodie est quasiment aussi simple d'ailleurs. On a juste des noirs et des blanches, et on reste toujours sur la même gamme. Ici, nouvel intervalle, on commence sur une montée de quarte juste, entre le 5e et le 1er degré. C'est typique de l'assurance, la force et la stabilité, comme la montagne et le peuple qui vit dedans. L'orchestration reprend les codes de la musique de la Moria de la trilogie des films, avec des cuivres graves, des grosses percussions et surtout des chœurs masculins graves pour chanter la mélodie. Chœurs qui évoquent un peuple souterrain. Mais ici on évite les quintes parallèles rêches d'Howard Shore. Et on opte pour une mélodie plus vivante et fière. Les paroles chantées sont en kousdoul, la langue des nains. Je vous remets le texte ici. Le thème représente autant le peuple en général, leur société, mais également leur chef, le roi Durin III, dur, droit et patriotique.
Bon, et alors là, faut que je vous dise une chose. J'aime beaucoup les leitmotifs dans cette série. On en reparlera la prochaine fois, mais j'aime surtout les mélodies de Galadriel, de Numénor, de Valinor, d'Elrond. Mais rien que pour le thème B que nous offre celui de Khazad-dûm, celui-là, il est vraiment haut dans mon classement. Comment dire ? Il enclenche un basculement surprenant, mais tellement bien lié au reste que je l'ai trouvé d'une beauté. À chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. Dites-moi si vous l'aimez autant que moi. Je vous la fais entendre dans un premier temps. Déjà dans cette version de l'album qu'on n'a pas dans la série, la mélodie qui était au chœur passe au trombone, mais qui vont aller dans leur registre un peu plus aigu, pour un timbre plus clair et moins agressif. Les chœurs abandonnent donc leur mélodie à l'unisson, un peu rude, et s'harmonisent pour infuser plus de noblesse. L'ostinato de staccato dur est stoppé et laisse seulement la mélodie s'exprimer au-dessus de son accompagnement lisse. En soi, ces 3 points permettent déjà un beau changement de ton. La première fois qu'on l'entend dans la série, c'est lorsqu'Elrond et le public découvrent la vie dans le royaume. Ce paysage singulier, la verdure, les ponts, les cascades. On voit ici la beauté cachée de Khazad-dûm et ce thème B la représente parfaitement. Et dans cette version, l'orchestration est radicalement différente. Les chœurs masculins laissent place à des voix féminines et la mélodie est reprise par des violons. C'est tellement plus léger et aérien. On va décrypter l'effet harmonique qui rend le tout surprenant mais quand même fluide. Alors, partie technique, attention, mais ça va, ça dure pas longtemps. Et comme j'essaye d'améliorer mes compétences de vulgarisation, je vais laisser le nom des accords à l'écrit mais je présente pas le détail. On finit le thème A sur le même ré mineur du départ. Et la mélodie nous entraîne vers une nouvelle tonalité, Fa mineur, qui est un petit peu éloignée de la première parce qu'elle diffère de 3 notes, c'est pas mal. On a donc là une première surprise auditive, mais ça passe. Sauf que l'accord qu'on joue est majeur. On a donc 2 accords écartés d'une seconde mineure, l'un mineur, l'autre majeur, ce qui est très exotique et lumineux. Puis ici, nouvelle modulation, très rapide, donc nouvelle surprise. On passe sur un sol bémol majeur, qui est hors gamme. C'est le 2e degré napolitain de Fa mineur. Cette modification du 2e accord de la gamme illumine encore l'harmonie, et donc permet ici de passer dans la 3e tonalité, Si bémol mineur. Cette fois, les tonalités sont voisines, avec une seule note de différence. L'ensemble est donc très fluide. Et ça ne s'arrête toujours pas. On passe ensuite sur un Do bémol majeur, qui est le 2e degré napolitain de Si bémol mineur. On utilise 2 fois le même procédé, passé par un 2e degré napolitain. Alors, ces changements de gamme s'enchaînent si vite qu'on devrait plutôt considérer qu'on fait juste beaucoup d'emprunts pour transformer les accords et la mélodie. Et vous savez peut-être, j'aime beaucoup tester ce qu'on aurait eu sans ces changements, alors voilà ce que ça donne si on reste uniquement dans la tonalité de Si bémol mineur. Ah, ça réveille pas autant les sens, hein. Mais c'est incroyable, c'est trop beau, j'adore. Voilà, partie technique terminée. Retenez juste que l'ensemble est très changeant, très modulant, mais toujours fluide. Et tous les accords sont majeurs, sauf le dernier, ce qui teinte la musique d'une grande noblesse. Avec cette instrumentation opposée au thème A, on passe sur une autre facette de cette société, plus intimiste, avec de l'émotion, plus de profondeur. Ce qui nous amène au prochain leitmotiv, celui de Durin 4. Durin 4 est, vous l'avez deviné, le fils du roi Durin 3, mais aussi l'ami d'Elrond. Il est présenté comme jovial et bon vivant, mais dévoile vite une facette plus émouvante, lorsque par exemple on apprend qu'Elrond a mis des années avant de lui rendre visite, négligeant la différence de perception du temps entre les 2 races, due à l'immortalité des elfes que ne partagent pas les nains. Et ça honnêtement c'est beau. Soyons méthodiques, alors d'abord la sonorité propre de ce thème.
La mélodie est le plus souvent jouée au violoncelle solo ou à la viole de gambe, accompagnée de dulcimer et de guitare à 12 cordes. Là encore, on peut isoler un ostinato aux notes très détachées et rythmiquement bancales. Lorsqu'il soutient le thème, c'est pour apporter un caractère léger, voire humoristique, le fameux côté jovial de Durin. La mélodie joue aussi là-dessus avec sa première note glissée et ses notes détachées elles aussi. Mais bien sûr, il sait se montrer plus sérieux, dramatique et émouvant lorsqu'il est joué en legato et sans l'ostinato. Concernant la mélodie, n'oublions pas d'indiquer l'intervalle qui débute ce thème. Il s'agit d'une montée de quarte juste. C'est le même intervalle que celui de Khazad-dûm en fait. Et sur l'harmonie, 2 points notables. Le 3e accord est encore un 2e degré napolitain, qui, comme pour le thème du royaume ou même d'Elrond, apporte sa petite surprise modale brillante. Deuxième point, on trouve ici aussi un 4e degré majorisé, déjà vu dans Elrond ou Nori, pour un effet similaire ici. Tout ça montre une phase joyeuse, bon vivant. Mais sous la surface, on peut aisément découvrir une profonde noblesse et un sens des responsabilités. Je crois que c'est le bon moment pour terminer cette partie. Les derniers thèmes concernent les séquences avec Galadriel et Halbrand à Núménor et celles se déroulant dans les terres du Sud. Donc franchement, de beaux thèmes à venir. N'oubliez pas de liker et partager, je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.